Assalamu alaikum, hi, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ayeyo Podcast. Pour les personnes pour qui c'est la première fois sur Ayeyo Podcast, c'est un podcast multilingue, donc on fonctionne dans le plus de langues possible. Cet épisode va être en français. Je m'appelle Edil, je suis la fondatrice de Ayeyo Podcast et c'est un podcast collectif communautaire, donc très rarement je suis seule sur le podcast à discuter, mais sur ce coup-ci, pour cet épisode, je vais être seule. Je me sens pas seule, là, parce qu'il y a quelqu'un derrière la caméra. Je me sens pas seule, mais c'est très rare sur Ayeyo Podcast que je suis seule devant la caméra. Mais en tant que sociologue, des fois, ce qui arrive, c'est que j'aime bien déconstruire des sujets et pouvoir avoir un certain contrôle sur la conversation pour pouvoir placer des concepts et pour pouvoir expliquer des choses. Donc, 80% du temps, on est avec les gens, on est en communauté et il y a un petit 20% là où est-ce que j'arrive et puis je vous blablate sur de la sociologie et cette sociologie-là est toujours liée à mon parcours, aux réalités qu'on vit. Cet épisode aujourd'hui, il est très spécial, comme je dis toujours ça en début d'épisode, je dis toujours que l'épisode va être très spécial parce que tous les épisodes sont spéciaux, mais vraiment, cet épisode, il est spécial parce que on va parler d'un sujet qui est très tabou, qui est celui des réalités liées à la violence conjugale au sein des communautés musulmanes spécifiquement. Si je dis musulmane spécifiquement, c'est vraiment parce que moi-même, je suis une personne de confession musulmane, je suis croyante, je suis très, très fière de croire en Dieu. Je ne m'en excuse jamais, même au Québec. Donc, le but, c'est de vous parler de violences conjugales qui affectent surtout les femmes de façon générale, mais de façon spécifique les femmes musulmanes. Il est très important, avant qu'on débute cette conversation, qu'on soit clair, la violence conjugale existe dans toutes les communautés. Peu importe la couleur, peu importe l'appartenance religieuse, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on soit noir, qu'on soit violet, arc-en-ciel, ça ne change rien. La violence conjugale existe vraiment dans toutes les communautés. Pourquoi est-ce que je veux en parler spécifiquement lié aux communautés musulmanes? Bien parce que moi, en tant que survivante de violences conjugales, de violences sexuelles, bien je suis musulmane. Et lorsque j'ai vécu ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans mes communautés. C'est majoritairement des personnes noires, musulmanes ou pas, mais c'est majoritairement des personnes noires que j'avais autour de moi lorsque ça s'est passé pour ma personne. Et j'ai la foi, je vis avec une spiritualité vivante tous les jours, ce qui fait en sorte que la violence conjugale se traduit par des réalités très spécifiques dans ce contexte-là. C'était très important pour moi d'en parler, non pas parce que ce genre de violence-là se produit juste dans mes communautés, c'est-à-dire noires et ou musulmanes, mais parce que personne n'en parle. Du moins, très peu de personnes en parlent au regard des réalités des femmes noires, des femmes musulmanes. Et donc, je voulais rajouter au discours et à l'analyse en ce sens parce que je pense que c'est très important. Souvent, particulièrement dans les diasporas, parler des violences faites aux femmes, c'est placé sous le silence lorsque la personne est noire, lorsque la personne est musulmane, parce que les gens dans les diasporas sont tellement affectés très intensivement par le racisme qu'on se dit, bon, si je suis mariée à un homme qui me bat et que cet homme-là, il est noir, ben, est-ce que je peux l'afficher dans un contexte que je sais déjà socialement raciste? Là, c'est très compliqué là, de faire ça dans ce contexte-là parce que beaucoup d'entre nous, on veut vivre en solidarité. On veut vivre en solidarité avec nos pères. Et quand je dis nos pères, c'est au sens nos semblables. Et en tant que femme, des fois, ce n'est pas possible parce que la violence conjugale est transversale dans toutes les communautés. Donc moi, aujourd'hui, je suis très fière sociologiquement de vous parler de ce sujet-là qui est très peu discuté au sein de mes communautés spécifiquement. Je sais que moi, j'en ai énormément souffert. Et quand je dis énormément souffert, j'ai énormément souffert des tabous et des silences et de l'inaction
de mes communautés face à ma condition de femme qui vivait quelque chose de très dramatique et de très violent. Je commencerai déjà par placer la table avec mon rapport à ma propre foi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de dire que je suis sociologue et je n'ai pas peur de dire que je suis noire et j'ai pas peur de dire que je suis musulmane. Tout ça en même temps. Pour moi, il y a une cohérence à tout ça. J'ai une vie professionnelle, je suis une femme, j'ai des ambitions, j'ai des désirs, j'aime manger. Bref, on est être humain, tout le monde, on est être humain. Et dans tout ça, j'ai été l'enfant de quelqu'un dans une famille musulmane. J'ai été éduquée dans des valeurs liées à l'islam. Mon père est musulman, ma mère est musulmane, mes grands-mères, mes grands-parents sont musulmans, mes arrière-grands-parents sont musulmans. Je suis née à Djibouti, dans un pays majoritairement musulman, et l'islam a énormément forgé ma façon d'être, ma façon de me comprendre. L'islam a contribué, tout comme la chrétienté d'ailleurs, qui porte des valeurs liées à l'amour, au respect, au partage. Énormément de religions tentent de renforcer des valeurs liées à une certaine douceur et à une reconnaissance de l'humanité de plusieurs personnes. Bien sûr, on peut porter un œil critique sur la religion au sens, au sens, il y a énormément de débats, hein, même dans les communautés musulmanes elles-mêmes, tout le monde ne s'entend pas sur ce que veut dire cette religion. Mais moi, je ne suis pas là pour théoriser sur des débats religieux, politiques religieux. Je suis là pour parler au sens sociologique de la chose et ce que l'islam m'a apporté à moi en tant que femme. Donc, dans le contexte de ma vie, j'ai été éduquée par une femme qui avait la foi. Et donc, à la maison, c'était impossible de blasphémer. C'était impossible de dire que Dieu n'existe pas, pourquoi Dieu me laisse dans mon néant. On n'avait pas le droit de dire que Dieu n'existait pas. On avait le droit à une réflexion autour de notre foi, mais ma mère insistait sur le fait qu'on comprenne que dans nos vies, dans notre tous les jours, on n'est jamais seul. Et à travers cette éducation, lié à l'islam. L'islam, c'est lié à la nutrition, c'est lié à notre façon d'interagir avec les autres, mais c'est surtout lié à notre capacité à voir l'humanité des gens. Et à partir de là, dans cette éducation, je veux dire, je suis allée à l'école coranique le samedi. On était souvent les seules personnes noires à l'école coranique le samedi ici à Montréal. On était avec des personnes d'origine marocaine, algérienne, qui n'étaient pas noires du tout. J'ai mon lot d'expériences dans ces écoles coraniques où est-ce que je me suis pas toujours sentie à l'aise et bienvenue. J'ai des longues histoires en fait sur ces écoles où est-ce que le Coran est enseigné et où est-ce que le racisme existe aussi, tristement. Et dans tout ça, je grandis avec une mère qui, à chaque fois qu'elle a la chance, elle nous crée des fenêtres d'apprentissage sur l'islam. Je vous donne des exemples simples. Ma mère, si elle nous attrapait lorsqu'on était adolescent en train de mentir pour une raison ou une autre, parce qu'on voulait aller jouer au parc et on lui cachait qu'on était allé au parc, ou parce qu'on voulait des bonbons et puis on avait fait X, Y, Z trucs, ma mère nous faisait comprendre, non pas à travers la punition qu'on avait fait quelque chose de mal, mais elle utilisait ces fenêtres d'opportunités pour nous expliquer qu'en fait, si nous, on essayait de la doubler dans notre enfance, elle nous expliquait que Dieu nous voyait tout le temps. Et c'est une éducation que j'ai reçue qui a été vraiment gangrénée, et quand je dis gangrénée, c'est au sens positif de la chose, vraiment martelée sur ma personne que finalement, la façon dont je me comporte, je ne le fais pas pour maman, je ne le fais pas pour papa, je ne le fais pas pour le regard des autres, mais je comprends que je suis constamment sous le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, ce n'est pas un regard qui hante, ce n'est pas un regard qui fait peur, ce n'est pas un regard de la punition est sur ta tête en tout temps, c'est plutôt tu réponds à quelqu'un. Donc,
si tu arrives à me doubler moi, ta maman, reste que Dieu te voit. Et donc, j'ai grandi dans cette compréhension à la fois de ma foi, de ma spiritualité et de mon rapport à la religion qui était énormément ancrée dans une éthique de comportement, une éthique de parole, une éthique de comportement, une éthique liée à la transparence, une éthique liée à la vérité, une éthique liée à comment est-ce que les gens se sentent autour de moi, en fait. Et cette éducation religieuse, je l'ai reçue entre l'âge de 0 et 20 ans, jusqu'à ce que je quitte la maison. Et ce n'était pas une éducation religieuse strictement liée à la pratique mécanique et performative. C'est-à-dire aller à l'église, prier 5 fois par jour, je veux dire, les musulmans, les chrétiens, les juifs, peu importe la religion, il y a des rituels rattachés à notre foi, il y a des rituels rattachés à nos pratiques et à notre spiritualité. Toutes les religions sont rattachées à des rituels. Et ma mère nous a très bien fait comprendre, à mes frères et moi, qu'il ne faut pas performer la religion. C'est-à-dire que la religion, selon ma mère et ses enseignements, et je pense qu'elle avait raison, relève de 3 choses. Relève de la religion elle-même, de la spiritualité et de la foi. Donc la religion, la spiritualité et la foi. Et ma mère, pendant tout le temps qu'elle passait à nous enseigner notre rapport à l'islam et notre rapport à la religion, elle nous faisait comprendre qu'il y a des gens qui vivent leur religion dans le sens le plus performatif qui soit et qui n'a absolument rien à voir avec nourrir sa foi et nourrir sa spiritualité. Et je tiens à expliquer ma compréhension de l'islam parce que j'ai vite compris, surtout en devenant une survivante de violences sexuelles, que, par exemple, l'homme que j'aimais et que j'avais devant moi, il n'avait pas du tout le même rapport à la religion que moi. Il n'avait pas du tout reçu la même éducation liée à une compréhension de la foi, de la spiritualité et de la religion elle-même. Et j'ai été choquée, lorsque je suis devenue une survivante, de comprendre qu'il y a énormément, malheureusement, de personnes musulmanes qui, on leur enseigne la religion, mais on ne leur enseigne pas la foi et la spiritualité. Et ma mère, du haut de tous ces enseignements, m'a toujours dit que les gens qui pratiquent une religion sans spiritualité sont extrêmement dangereux. Et en soi, j'ai compris, surtout quand je suis devenue une survivante de violences sexuelles, que la pratique d'une religion peut s'avérer extrêmement dangereuse lorsque les gens n'ont pas un sens de spiritualité, une compréhension de leur foi ancrée dans leur propre humanité et l'humanité des autres. Et donc, c'est triste que j'ai dû l'apprendre de façon très pratique en devenant une survivante de violences sexuelles, mais c'est un peu ça. La raison pour laquelle je tenais à avoir cette conversation, je tenais à discuter de ce rapport à la religion et de cette déception très profonde que j'ai vécue au sein même de mes communautés, lorsque j'ai compris que, en fait, la majorité des gens autour de moi pratiquaient la religion de façon très mécanique, de façon très performative, et personne ne m'a vue, en fait. Personne ne m'a vue dans ma douleur. Je pense que c'est important que je le dise. Ici au Québec, en tant que sociologue, moi, j'ai cofondé un collectif qui s'appelle Femmes noires musulmanes au Québec, qui est un collectif qui est maintenant en suspens d'activité. Et en 2018, lorsque j'ai créé ce collectif et que j'ai rassemblé des femmes noires musulmanes pour pouvoir mettre la main à la pâte pour résister à l'islamophobie, au racisme anti-noir et à toutes ces politiques malheureusement intégrées là, dans les institutions ici au Québec, j'ai rassemblé des femmes, j'ai travaillé très durement pour résister à une déshumanisation des femmes musulmanes, noires ou pas, mais je veux dire noires surtout. Et
Quand je suis devenue une survivante de violences sexuelles dans un contexte où je créais un collectif qui n'existait pas ici au Québec, le collectif de femmes noires musulmanes au Québec, du moins s'il y en a un autre, je ne le connais pas, mais dans ma ligne d'activité, je faisais partie d'une des rares femmes qui avait reçu du financement public pour pouvoir faire avancer un collectif de femmes. Et quand j'ai créé ce collectif de femmes noires musulmanes au Québec, ben, cette même année-là, 2018-2019, je devenais une survivante de violences sexuelles et toutes les femmes qui gravitaient autour de moi pour la coordination des activités, pour la mobilisation d'autres femmes pour qu'on puisse vraiment faire front commun à travers la livraison d'épisodes de podcast, à travers la livraison d'activités où est-ce qu'on a eu vraiment une très, très grande participation venant de beaucoup de femmes au Québec. Ben, dans ce contexte, où est-ce que je crée un collectif pour adresser toutes ces choses liées au sexisme, liées à l'islamophobie, liées au racisme anti-noir, ben, en étant entourée de plein de personnes musulmanes, plein de femmes musulmanes, personne ne voit les signes de la violence conjugale qui finit par vraiment miner ma vie, mon corps, mon esprit, ma spiritualité. Comme je le dis dans d'autres épisodes, je vous invite à écouter l'épisode intitulé « Ces hommes qui adorent Dieu et qui détestent les femmes ». C'est un épisode percutant sur l'histoire de mes grands-mères dans des contextes de famille polygame. Je vous invite à aller écouter ça. Et aussi l'épisode 11 qui s'intitule « Mohamed, mon ex-partenaire, a violé mon corps et mon âme devant Dieu, Allah ». L'épisode 11, je vous invite très fortement à aller l'écouter. Je parle de mon histoire dans cet épisode-là que, voilà, je ne vais pas répéter. Mais tout ça pour vous dire que en 2018-2019, moi, je baigne, je patauge au sein de mes communautés. Je suis mobilisée politiquement au sein de mes communautés. Je vais chercher du financement public pour adresser les conditions des femmes musulmanes et pendant que toutes ces personnes sont autour de moi, des femmes féministes, des femmes professionnelles, des femmes intellectuelles, personne ne voit les signes de la violence conjugale qui mine ma vie à ce moment-là en tant que cofondatrice du collectif Femmes noires musulmanes au Québec. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune communauté, incluant les communautés musulmanes, qui sont à l'abri de n'y voir que du feu lorsqu'il s'agit en fait des femmes qui souffrent. Et si une femme de mon profil, c'est-à-dire une sociologue formée sous le regard public, arrive à ne pas être vue même de par ses pairs en sciences sociales, musulmanes, noires, je ne peux même pas m'imaginer à l'échelle des sociétés, des familles, comment les choses peuvent se passer. Parce que de mon côté, j'étais entourée de gens extrêmement sensibilisés politiquement, extrêmement sensibilisés intellectuellement, et personne n'a vu les signes de la violence conjugale dans un contexte où est-ce que j'étais entourée de personnes musulmanes. C'est la raison pour laquelle je veux enregistrer cet épisode et c'est la raison pour laquelle on va rentrer dans la matière en ce qui concerne la violence conjugale, comment ça peut se présenter, comment ça s'est présenté pour moi. Et l'objectif, bien sûr, n'est pas d'attaquer les gens et de dire « pourquoi vous n'avez rien fait ». Bien sûr, moi, j'ai une profonde déception qui vit en moi tous les jours en rapport au soutien qui était déficitaire. Mais je suis une personne pleine d'espoir, raison pour laquelle je suis devant cette caméra en train de vous raconter ce que je suis en train de vous raconter, parce que je pense qu'il faut absolument faire un travail de sensibilisation publique, proactif, au sein des communautés et au sein des familles. Ce sujet de violence conjugale qui touche les femmes noires musulmanes, les femmes musulmanes de façon générale, c'est un sujet qui est extrêmement tabou parce que dans mon cas, par exemple, en tant que survivante de violences sexuelles, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas de violence conjugale, il y a de la violence sexuelle. Les cas de violences conjugales sont intrinsèquement liés à des transgressions sexuelles. Et la sexualité, de façon générale, dans toutes les sociétés,
est un sujet extrêmement tabou. Ici, au Québec, par exemple, les gens, les familles, les citoyennes et les citoyens se battent encore pour que l'éducation sexuelle soit un programme renouvelé, intensifié, pour que les jeunes aient accès à l'information. Et il y a encore des adultes dans tous les pays du monde qui ne veulent pas qu'on parle de sexualité dans les écoles et qui s'étonnent après ça qu'à l'âge adulte, il y ait beaucoup de cas de transgression sexuelle, de non-respect du consentement. Nous, les adultes, on ne veut pas parler de sexualité, on n'est pas à l'aise à parler de sexualité. Et quand je dis nous, les adultes, c'est les personnes qui décident. Les personnes qui travaillent au sein des gouvernements, les personnes qui travaillent au sein des organisations, on est trop nombreux à ne pas vouloir parler de sexualité, que ce soit dans les institutions ou dans les familles. Moi, pour ma part, j'ai été très chanceuse parce que j'ai été éduquée par une mère et vous allez avoir un ras-le-bol hein, que je vous parle de ma mère, mais ma mère, ça a été ma plus grande université. Donc, si je vous parle beaucoup d'elle, c'est parce que de ses mains, elle a vraiment forgé mon intellect et elle a vraiment forgé la personne que je suis devenue. Et j'ai réalisé que 90% des politiques internes de ma mère sont excellentes, vraiment excellentes. Donc, la femme qui m'a éduquée avait aucun complexe en rapport à la sexualité. Donc, c'est une femme noire musulmane qui a grandi jusqu'à l'âge adulte dans un pays majoritairement musulman et elle n'avait aucun complexe face à la sexualité. Ma mère était profondément acceptante des personnes homosexuelles, queer, etc. Il n'y avait aucune tension. C'était très, très clair que dans nos communautés, il y a des personnes queer. Et puis ma mère, c'était jamais la personne qui allait dire des choses dégradantes pour quiconque. Et donc, moi, j'avais une compréhension, une ouverture et une compréhension de mon propre corps. En tant que jeune fille, ma mère a discuté avec moi de certaines choses. Elle a discuté avec moi de comment protéger mon corps, de comment prendre soin de mon corps. Elle a discuté avec moi de ce qui... des histoires très inconfortables, malheureusement, de jeunes filles au pays et même ici au Canada, parce que ma mère a travaillé comme interprète au gouvernement. Et donc, elle était appelée à faire de l'interprétation pour des situations et elle avait un regard sur la société en tant qu'interprète, tout comme moi en tant que sociologue, qui lui permettait de comprendre que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les filles et les femmes. Et ma mère m'a expliqué en rapport à la sexualité certaines choses. Mais bien sûr, en vieillissant, moi, j'ai fini par comprendre, en tant que jeune adulte, jeune femme musulmane, que ce n'était pas le cas de tout le monde, que ce n'était pas le cas de mes cousines ou de d'autres personnes que je rencontrais dans mes communautés à qui on n'avait jamais parlé de sexualité. Et j'ai vite compris que j'étais très avantagée, que j'étais très avantagée en tant que jeune fille, jeune adolescente et jeune adulte, d'avoir grandi avec une maman qui était à l'aise avec certaines conversations, qui ne m'expliquait pas simplement que les enfants, ça vient de l'arbre et qu'on a planté une graine et puis on est allé vous chercher sur l'arbre, là. Quand vous êtes né, c'est seulement sur l'arbre qu'on est venu vous chercher. Non, moi, c'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a expliqué concrètement comment les enfants viennent au monde. On m'a expliqué à quel point c'est important en tant que femme, éventuellement, que j'éprouve du plaisir dans le cas de la sexualité. On m'a expliqué que la sexualité, ce n'était pas que pour avoir des enfants. On m'a expliqué que la sexualité, c'était un baume pour la vie, pour les personnes qui cherchent à s'engager là-dedans, que c'est une excellente chose pour les rapports amoureux. Et donc, moi, je n'étais pas dans une logique de malaise et de mal-être et de restriction totale en rapport à la sexualité. Bien sûr, il y a un cadre et ce cadre-là, ma mère, elle n'avait pas peur de naviguer ces conversations-là dans ce cadre. Et en prenant en âge, en discutant avec les gens,
et en devenant sociologue surtout, j'ai fini par comprendre en fait que j'ai été extrêmement chanceuse en fait. J'ai été chanceuse parce que j'ai évolué avec une femme musulmane qui était extrêmement bien dans son corps, dans sa chair, dans sa personne et qui voulait que moi aussi, je sois bien dans mon corps. Ma mère savait que, par exemple, ma sexualité passait par le fait que moi, j'ai une très grande confiance en moi, le fait que moi, je sois à l'aise avec le corps que Dieu m'a donné, le fait que je me trouve belle quand je me regarde dans le miroir. À quoi bon se trouver, comment dire, à quoi bon se trouver belle si c'est pas pour être à l'aise dans son corps? Et ma mère m'a appris tout ça. Mais moi, j'étais persuadée que c'était acquis. J'étais persuadée que quand j'ai quitté la maison, je me suis dit, ben non, mais c'est sûr, hein, cette éducation sexuelle, cette compréhension de la sexualité, cette aisance avec le sujet qu'est le sexe, que c'est quelque chose que, voilà, tout le monde a eu ça. Eh bien, je me suis trompée. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment trompée. Et quand je suis devenue une survivante de violences sexuelles et que j'ai fait face à mon ex-partenaire qui est devenu mon abuseur, ben, j'ai compris la profondeur du problème dans mes communautés. J'ai compris à quel point beaucoup de jeunes personnes musulmanes n'ont jamais eu de conversation en rapport à leur propre corps, en rapport à la sexualité, en rapport au consentement, surtout avec des adultes qui les accompagnent de façon concrète pour savoir comment les choses se doivent de se passer. Et à travers cette compréhension et cette navigation dans mes communautés, dans ma famille, etc., j'ai fini par comprendre que, en fait, il y a un lien concret entre les corrections corporelles que subissent les enfants, qui génèrent des traumatismes pour l'ensemble de leur vie. Et là, je m'explique. Mon abuseur, la personne qui est devenue mon partenaire de vie et qui a fini par devenir mon abuseur, il y avait une très grande différence entre lui et moi en rapport à notre éducation familiale. Et là, je m'explique. Cet homme, il était musulman comme moi, il a grandi dans une famille musulmane comme moi, mais une chose que je n'avais jamais subie et qu'il a subie, c'est les corrections corporelles. Je suis extrêmement fière de dire que ni ma mère ni mon père m'ont tabassé quand j'étais jeune. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas reçu ni de bâton, ni de ceinture, ni de gifle, ni de rien du tout. On ne m'a pas couru derrière dans la maison quand je faisais quelque chose de mal, entre guillemets. Ni mon père, ni ma mère se permettaient de me frapper physiquement. Et lorsque je suis devenue une survivante de violences sexuelles et que mon ex-partenaire abuseur et moi, on a essayé de réparer du moins les dégâts de ce qu'il avait créé dans notre relation, on a beaucoup discuté et moi, en tant que personne très éduquée, là, je l'ai regardé et puis je voulais savoir d'où venait cette normalisation de la violence. Je voulais vraiment comprendre. Je me suis dit non, un bébé qui naît, qui est tout mignon comme ça, ne connaît pas la violence. Donc, d'où vient cette compréhension qu'on peut mentir, manipuler et violenter les gens? Et je voulais le comprendre à travers ma relation amoureuse avec cette personne et j'ai été incisive et j'ai vraiment regardé cette personne et je lui ai dit, tu vas me dire exactement ce que tu as vécu qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as des instances de violence. Moi, par amour pour lui, je voulais comprendre, mais pourquoi, mais comment? Et cette personne, qui n'est plus mon partenaire de vie aujourd'hui, qui a été mon abuseur, m'a expliqué en fait ses traumatismes d'enfance. Et là, je ne veux pas faire d'amalgame. Ce n'est pas parce qu'on a vécu des traumatismes dans l'enfance que forcément on devient abuseur. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes et qui n'abusent pas des gens. Il y a une régulation et un accompagnement thérapeutique qui peut être renforcé ou du moins une conscientisation qui fait en sorte que même si on a vécu des choses dans l'enfance, on ne devient pas forcément abuseur. Mon abuseur, il a abusé de moi par choix. C'était un choix très conscient d'abuser de moi. Mais dans ce moment-là, où est-ce qu'on essayait de déconstruire et que lui-même
essayait de déconstruire pour lui-même comment est-ce que ça se fait que je suis capable de faire ça à une femme, de mentir autant à répétition et de lui faire du mal alors que je l'aime. Lui-même s'est interrogé face à lui-même et j'ai eu un accès privilégié à cette réflexion qu'il a eue avec lui-même. Et il m'a dit très ouvertement qu'il a été corrigé sur le plan corporel. Et donc, ça veut dire que lorsqu'il faisait quelque chose de mal, lorsque ses parents comprenaient qu'il avait fait quelque chose de mal, il était tabassé. On le frappait. Et donc, la violence venait réguler ses émotions. La violence venait réguler sa compréhension de comment je me comporte, comment je me corrige, comment est-ce qu'on m'apprend les choses. On me corrige corporellement. Et donc, la violence faisait partie de son langage de compréhension et d'éducation. Contrairement à moi, qui a eu 2 parents qui, à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, on avait une conversation intellectuelle à propos de la connerie que je venais de faire. Et donc, ma mère venait s'asseoir devant moi et elle me redressait intellectuellement. Et donc, ça veut dire que si j'avais menti, si j'avais fait une bêtise, et je ne faisais pas beaucoup de bêtises, je dois dire, j'étais un enfant vraiment très adorable. À l'école, les gens n'avaient que des belles choses à dire. Il y a juste une fois qu'il y a une professeure qui a appelé à la maison, juste une fois. Je vous raconterai ça une prochaine fois. Mais j'étais en soi vraiment l'enfant sans gros problème à l'école et sans problème de comportement intense. Mais je reviens au fait qu'on ne m'a jamais tabassé. On ne m'a jamais frappé. Parce que je n'étais pas régulée émotionnellement avec la violence. J'étais régulée avec des conversations enrichissantes venant de 2 personnes intelligentes qui me faisaient comprendre, moi, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi, ce que tu viens de faire en ce moment, c'est connerie monumentale, mais explique-moi que tu comprends la connerie qui vient de se passer là. Explique-moi que ça ne va plus se repasser. Explique-moi que je peux avoir confiance en toi. Donc, moi, j'étais dans ce rapport parental. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec la violence conjugale? La violence conjugale trouve sa graine primaire dans l'enfance. Et c'est pas toute personne qui a vécu des traumatismes dans l'enfance qui va devenir une personne violente, mais lorsqu'on analyse les parcours de vie, lorsqu'on essaie de comprendre comment la violence est normalisée dans certaines personnes et pas d'autres, la violence, c'est un construit. C'est vraiment un construit. Et si la violence trouve un espace dans la tête et dans le corps de quelqu'un, et surtout dans le corps d'un enfant, qui va devenir adulte, c'est parce que quelqu'un a déposé cette violence-là. Si je prends le cas de mon abuseur m'a dit très ouvertement qu'il a fait pipi au lit très longtemps. Et là, je dis ça, c'est pas pour afficher l'abuseur lui-même, mais il a fait pipi au lit très longtemps parce que c'était un enfant très nerveux, de par le fait qu'il était corrigé corporellement. Et à chaque fois qu'il faisait pipi au lit, en fait, il était humilié publiquement dans la famille et on le frappait. Et ça, au sein des communautés africaines, la correction corporelle, elle est normalisée dans l'enfance au point où on n'est pas capable de faire le lien avec la correction corporelle qui traumatise l'enfant ou l'adolescent, qui ensuite devient un langage de violence à l'âge adulte. Et moi, en tant que sociologue, si je vous parle de ça, c'est foncièrement parce que je suis ancrée dans la prévention. Tout le travail que je fais en tant que sociologue auprès de la jeunesse, auprès des communautés, auprès des familles, auprès des personnes vivant avec un handicap, etc., c'est une prévention qui est enracinée dans la compréhension de comment est-ce que les choses se passent comme ça et pourquoi les choses se passent comme ça. Moi, je suis très, très fière de dire qu'on ne m'a jamais tapée en tant qu'enfant. Et quand je dis que je suis fière, je ne l'ai pas choisi, j'ai juste eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont pas tapée. Mais je suis fière d'avoir eu des parents qui ne m'ont pas tapée.
Parce que si j'avais eu des parents qui m'ont corrigée physiquement, je pense que j'aurais été à un niveau de normalisation de la violence quand même très élevé. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas été violentée émotionnellement et psychologiquement, parce que, bon, il y a violence émotionnelle, psychologique et physique, et la violence émotionnelle et psychologique peut faire aussi mal, sinon encore plus mal que la violence physique. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que le rapport de pouvoir entre l'enfant et l'adulte, dans un contexte de violence, point, que la violence soit physique, émotionnelle ou psychologique, ce rapport de pouvoir-là, ancré dans la violence, crée de grandes frustrations chez l'enfant. Et si ces frustrations-là ne sont pas adressées, mais c'est sûr qu'elles sont transportées dans la vie d'adulte. Et moi, là où je suis persuadée que mon abuseur, qui a été très violemment tabassé par sa maman, et qui, lorsqu'il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 5 ans, 7 ans, qui faisait pipi au lit et qui se faisait tabasser par sa maman pour se faire corriger, je suis persuadée que ça a construit son rapport à lui-même, c'est-à-dire qu'on te corrige avec la violence, donc tu apprends avec la violence, mais ça a aussi construit la première relation qu'il a eue avec une femme. Et donc, la première femme qu'il a aimée, sa mère, se permettait de le violenter. Et lui n'était pas en position d'autorité pour se défendre. Et donc, on cumule des frustrations. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ramène ces frustrations avec nous-mêmes dans la vie d'adulte et notre rapport aux femmes devient souvent, dans ce contexte-là, un rapport extrêmement négatif si on n'est pas accompagné thérapeutiquement. Là, parlons un peu de thérapie. Je vais prendre une petite pause pour m'hydrater, mais la dernière partie de l'épisode va vraiment porter sur l'importance de la thérapie, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont suivi des traitements thérapeutiques, il y a des adultes, moi j'ai suivi des traitements thérapeutiques à l'âge adulte assez tôt, c'est des choses qui m'ont guéri de choses que j'ai vécues dans l'enfance et la thérapie, c'est ce qui m'a foncièrement permis de ne pas devenir à mon tour une personne violente. Donc, j'ai été accompagnée, j'ai été réhabilitée, j'ai eu des gens autour de moi qui étaient capables de me dire mes vérités en rapport à comment je me comportais. Donc, j'étais régulée de par la non-violence là, dans mes rapports les plus intimes. Et ce que je tiens à dire qui est très important, c'est que cet homme musulman, africain, noir, né au Sénégal, qui a grandi au Sénégal jusqu'à environ ses 17-18 ans, il ne croyait pas en la thérapie. Et c'est quelque chose qu'il m'a dit très frontalement lorsqu'on essayait de réparer notre relation, lorsqu'on essayait de vraiment s'assurer que ça ne se répète plus jamais, ce qui s'est passé. Cet homme-là était persuadé que la thérapie au sens clinique, au sens psychologique, que ce n'était pas arrimé culturellement avec sa personne. Et donc, en plus de ne pas reconnaître l'immensité des violences qu'il a pu me faire subir, il se dégageait d'un travail personnel et individuel qui se devait de faire pour à la fois réparer notre relation et aussi m'aider à me remettre sur pied. Donc, discutons un peu de ce que la violence conjugale sous-entend pour la thérapie et l'accompagnement que moi j'ai reçu et le fait qu'au sein de mes communautés musulmanes, énormément de gens ne croient pas en la thérapie pour le bien d'une meilleure santé mentale. Discutons de ça. Ma santé mentale a été profondément affectée pendant que je naviguais au sein des communautés musulmanes, au sein de ma famille. Ma santé mentale a été très, très, très affectée. Et avec une santé mentale affectée, on est malade. Et la majorité des musulmans savent en fait que lorsqu'on est malade, c'est très difficile de prier. C'est très difficile d'avoir des rituels normaux, c'est-à-dire que tout ce que je faisais avant, d'avoir rencontré cette personne et d'être devenue une survivante de violences sexuelles, j'arrivais plus à le faire, j'arrivais plus à nourrir ma foi en fait, de par la violence subie
J'ai été affectée dans ma chair, dans mon corps, dans mon âme et dans ma santé mentale. Et j'arrivais plus à faire ces choses qui me nourrissaient, qui nourrissaient mon âme. Et donc, j'ai dû réapprendre à pratiquer ma religion dans le contexte d'une santé mentale très, très frêle. Et donc, je vous dis tout ça parce que au sein des communautés musulmanes, comme au sein de toutes les communautés, la santé mentale est extrêmement, extrêmement taboue en termes de sujet. Si on rajoute sur ça le fait d'être une survivante de violences sexuelles, de souffrir de santé mentale et d'évoluer dans des communautés où la santé mentale n'est pas adressée, ou bien sinon, lorsqu'elle est adressée, on invite tout simplement les gens à aller prier. Lorsqu'on est malade, ce n'est pas que la prière qui peut nous sauver. Et donc, comme on dit, on propose et Dieu dispose, mais il faut proposer quelque chose. Il faut proposer quelque chose. Et lorsque j'étais malade mentalement, en tant que survivante de violences sexuelles, ben moi, les gens, ils m'envoyaient vers la prière sans proposer quoi que ce soit ici-bas. Et ça relevait d'une profonde négligence venant de mes communautés. Ça relevait d'une profonde négligence venant bien sûr de mon abuseur, qui est devenu la personne qui, à première vue, aurait dû prendre soin de moi. Mais bon, un abuseur ne prend pas soin, c'est vraiment des opposés totaux, c'est eau et huile. Abuseur veut dire ne pas prendre soin. Mais c'est la première personne qui m'a vue malade, c'est la première personne qui savait que j'étais malade, c'est la première personne qui aurait pu être très pragmatique en rapport au fait que ma santé mentale était très frêle et que j'étais très, très, très à risque de beaucoup de choses. Malheureusement, je n'ai pas eu ce soutien venant de ce partenaire, mais je ne l'ai pas eu non plus, tristement, de la part de mes communautés musulmanes qui, pour la plupart, vivre dans une performativité religieuse qui ne me concernait pas. Je n'étais pas du tout préparée au fait que mes communautés, que j'aime beaucoup, sont majoritaires à performer leur religion et sont majoritaires à ne pas comprendre en fait que la foi, la spiritualité et la religion sont trois entités complètement différentes et que sans proactivité autour de sa foi, au final, on pratique notre religion pour nous-mêmes. On se prosterne devant Dieu pour nous-mêmes. Si on n'est pas capable de voir la souffrance des autres alors qu'on marche à leur côté, c'est très compliqué en fait de pratiquer dans un contexte aussi individualiste. Et lorsque moi je me suis ramassée devant un partenaire qui ne croyait pas en la thérapie alors qu'il a fini d'anéantir la santé mentale de sa partenaire, une personne qui finit par te dire que ça ne fait pas partie de sa culture d'aller en thérapie, d'embaucher un psychothérapeute ou une psychologue pour parler de sa santé mentale ou de la mienne. Une personne qui dit ouvertement qu'en tant qu'homme sénégalais, aller voir un psychologue, ça ne fait pas partie de sa culture, mais qui continue à violenter sa partenaire de par son inaction, de par ses comportements, de par son manque de transparence. En fait, c'est qu'on se perd dans un carcan d'inaction face à la violence conjugale. Et ce sont les femmes dans ce contexte qui finissent par souffrir. Et au sein des communautés musulmanes, lorsqu'une personne est malade mentalement, on questionne sa foi, on questionne la profondeur de sa croyance en Dieu, on questionne sa résilience sur le plan spirituel, alors que c'est très humain d'être malade mentalement. C'est très, 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 très humain, surtout dans un contexte de violence conjugale, d'être dans un état profond, même de doute en rapport à sa propre foi. Parce que moi, je peux même vous dire que le fait d'être devenue une survivante de violences sexuelles a affecté mes convictions religieuses, ça a affecté ma foi. Moi, j'ai toujours été une personne très solide spirituellement. Et lorsque je me suis vue anéantie comme ça, j'ai demandé très haut et fort pourquoi Dieu permettait que ça se passe comme ça pour moi. Et j'ai douté
de quelque chose dont je n'ai jamais douté, c'est-à-dire de la présence de Dieu dans ma vie et de son amour pour moi. Et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans ma vie de douter de comment ma spiritualité, ma foi, mon rapport à la religion pouvait m'être favorable. C'était la première fois que je voyais que j'étais laissée à moi-même pour faire sens de la violence et des incohérences d'un homme complètement dérégulé émotionnellement, psychologiquement et intellectuellement et qui utilisait la religion pour justifier ces violences. Dans ce contexte-là, les femmes musulmanes victimes de violences conjugales sont laissées souvent à elles-mêmes. Et dans ce contexte-là, moi, j'ai été laissée à moi-même parce que même les femmes dans le collectif que j'ai moi-même créé avec des femmes musulmanes n'ont pas vu les signes de la violence conjugale. Même ma famille, qui avait l'habitude de me voir comme une femme qui se tient très fortement et qui a des avis très tranchés sur beaucoup de choses et qui ne comprenait pas mon état, m'ont jugée pour mes faiblesses psychologiques du moment. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais pas capable d'être aider la colosse qu'on a toujours connue. Les gens ne se disaient pas que j'étais malade parce qu'ils ne voyaient pas du sang sur mon visage ou sur mon corps. Ils ne se disaient pas, elle n'a pas de dents cassées, elle n'a pas un bras cassé, elle est juste faible dans sa tête et faible dans sa foi. Ils ne se disaient pas que mentalement, c'est possible d'anéantir quelqu'un au point où la personne en perd complètement sa raison d'être, complètement son sens de vie, son sens commun, le concept qu'elle a d'elle-même. Donc, il y a ces tabous liés non pas juste à la violence conjugale, mais aussi aux effets d'une santé mentale très pauvre. Et dans ce contexte-là, les femmes musulmanes sont d'autant plus à risque d'être ignorées parce que la religion, dans un contexte de violence, est souvent instrumentalisée au détriment des femmes. Et je dis ça en tant que sociologue qui a très longtemps étudié la foi, qui a très longtemps étudié l'islamophobie et les sexismes qui existent. Je suis croyante, je suis très fièrement croyante, mais je peux aussi dire que la religion peut être instrumentalisée très férocement et très violemment contre les femmes. Et ces deux vérités-là peuvent vivre ensemble. Je peux être croyante et dire aussi que les religions peuvent être instrumentalisées contre les femmes. Je vais vous donner un exemple simple. La nutrition, c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Beaucoup de gens aiment manger, mais la nourriture peut devenir un instrument de violence pour le corps. Je peux prendre l'exemple, par exemple, l'exemple d'un couteau. Un couteau, on peut l'utiliser pour cuisiner, on peut se faire un beau repas avec un couteau, mais on peut aussi poignarder quelqu'un. En rapport à la religion peut être un instrument d'épanouissement, de compréhension de soi, de renforcement de la foi, mais ça peut aussi être un outil de manipulation. Donc, à partir de là, en tant que sociologue, bien sûr, j'ai été sauvée intellectuellement parce que je n'ai pas profondément intériorisé énormément de culpabilité. Parce qu'une fois que j'allais mieux mentalement, que j'ai été suivie par des professionnels en santé mentale et que j'étais une survivante de violences sexuelles et conjugales soutenue professionnellement, thérapeutiquement, ma lucidité est revenue, ma capacité à réfléchir correctement est revenue et j'ai été capable, et je suis capable d'expliquer ces choses qui se sont passées, que je veux que beaucoup de femmes comprennent, des femmes musulmanes surtout, qu'elles comprennent que, en fait, vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez absolument rien fait de mal. Et il n'y a rien que vous auriez pu faire différemment dans un contexte de violence parce que les rapports humains, les rapports d'amitié, amoureux, familiaux, sont supposés être basés sur une prémisse de confiance. Et donc moi, par exemple, mon cher ex-partenaire, Mohamed, je lui ai fait confiance.
Et j'avais raison de lui faire confiance parce que dans un contexte amoureux, ben, on est appelé à faire confiance aux gens. Lorsqu'on apprécie les gens, on apprend à les connaître, ils mettent leur meilleure image et représentation d'eux-mêmes devant. On développe de l'affection. Il y a des événements et des activités qu'on fait ensemble qui nous démontrent qu'on est capable de voir comment la personne se comporte, comment la personne est. On se sent en confiance, on baisse notre garde. Puis après, si une personne vous échappe, mes chères sœurs, si une personne vous trahit, si une personne vous échappe, c'est en rien de votre faute. C'est absolument en rien de votre faute. Et moi, là où je suis, même en tant que sociologue, c'est scientifiquement prouvé que la violence conjugale, ce sont vraiment, la violence conjugale, c'est une série de manipulations, de mensonges renforcés sur une victime qui ne sait pas ce qui s'apprête à lui arriver. Et moi, je refuse que les femmes, surtout musulmanes, se sentent responsables de ce qu'elles ont vécu sur le plan de la violence conjugale, parce que la violence, en fait, si on pouvait toujours prendre rendez-vous avec elle, ben, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. On pourrait prédire que, bon, il y a une bombe qui va tomber là, et on pourrait vraiment se protéger. S'il y a énormément de violence, c'est parce que la prévisibilité de cette violence qui arrive vers vous en tant que femme n'est pas toujours mesurable, c'est pas toujours prévisible. Sinon, vous-même, vous vous protégeriez de ça. Et donc, si je prends le temps de dire ça et de répéter ça, c'est en tant que femme, en tant que sociologue et en tant que femme musulmane qui sait que ce qui a été choquant pour moi en tant que survivante de violences sexuelles, c'est de connaître toutes les valeurs qui sont liées à l'islam et d'être devant un homme aussi violent qui s'appelle Mohammed. Ça a été très choquant et déstabilisant pour moi d'avoir été négligée, abusée, manipulée et qu'on me mente autant dans un contexte musulman où moi je sais comment on m'a éduquée, comment on m'a fait comprendre que le fait d'être porteuse de ces valeurs-là, de ces principes-là, m'empêchait de dégrader la vie d'une autre personne. Et donc, à toutes mes sœurs qui écoutent cet épisode et qui se disent que, bon, on a détruit ma vie ou bien il m'a fait mal, j'ai mal, c'est normal. C'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être indigné, c'est normal d'être complètement même détruite par ce genre d'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous me voyez là aujourd'hui en train de vous parler et en train de discuter de ces sujets-là, c'est parce que moi, j'ai pu me remettre sur pied grâce à du soutien. Et le soutien thérapeutique, là, il a été incontestablement extrêmement important pour ma guérison. Il n'y a personne qui peut me dire aujourd'hui que la thérapie clinique et que le travail des psychologues et des psychothérapeutes n'est pas important. Il n'y a personne qui peut me dire que d'avoir un entourage bienveillant, sain, proactif, qui vérifie comment tu vas, est-ce que tu as mangé. Moi, j'ai un ami, là, c'est un homme, hein, il m'appelle, il me demande si j'ai mangé. J'ai un ami qui, durant ma période de guérison, il commandait de la nourriture et puis il m'envoyait ça avec un livreur. J'ai des hommes autour de moi qui ont pris soin de moi. Donc moi, j'ai beaucoup foi et j'ai beaucoup espoir en cette solidarité collective, cette bienveillance collective. Je ne pourrais jamais m'expliquer intellectuellement la violence que j'ai subie aux mains de cette personne que j'aimais tellement, qui s'appelle Mohammed. Je ne pourrais jamais m'expliquer intellectuellement pourquoi cette personne s'est comportée comme elle s'est comportée, mais je pense que c'est de se torturer soi-même que d'essayer de comprendre la violence lorsque finalement on sait que c'est violence. C'est de se torturer soi-même que de se responsabiliser face à cette violence vécue. Les gens qui violentent les femmes sont très conscients de ce qu'ils font. Et c'est l'intelligence même de Mohammed qui lui a permis
de me violenter de cette façon. Il faut qu'on arrête de dire que les gens qui violentent les femmes n'ont pas fait exprès, ont fait des erreurs, que c'était vraiment erreur de parcours. Non. Les gens qui violentent et qui manipulent et qui en viennent à désintégrer une personne de sa foi même, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et contrairement aux leçons apprises par ma mère, aux côtés de ma mère, je ne suis pas certaine que Mohammed, on lui ait répété de façon saine que Dieu le voyait. Parce que moi, je peux faire des erreurs en tant qu'être humain, je ne suis aucunement parfaite, mais il y a des lignes que je ne franchis pas. Et donc, ma guérison, elle est passée par la compréhension, en fait, de comment je m'explique à moi-même que j'ai vécu ce que j'ai vécu, comment je l'explique dans le contexte de mes communautés musulmanes qui sont supposées avoir les mêmes valeurs d'entraide, de partage et de soutien que moi. J'ai quand même beaucoup d'espoir parce que j'ai des sœurs qui m'ont ramené de la nourriture à la maison. J'ai des gens qui m'ont appelé pour savoir si j'allais bien. Mais c'est sûr que ce soutien-là, il n'a pas été renforcé assez fortement pour ma personne en tant que survivante. Je suis assez persuadée, je le répète souvent, que je suis toujours en vie parce que je suis sociologue et parce que, avant même d'avoir vécu cette violence conjugale et sexuelle, j'avais énormément d'outils intellectuels pour pouvoir m'expliquer les violences conjugales. Je ne suis pas certaine que je serais toujours là pour vous parler si je n'avais pas été sociologue. Ça, je dois le dire. Il faut savoir et il faut comprendre que la majorité des cas de violences sexuelles ne sont pas rapportés à la justice, que le système de justice est profondément défaillant lorsqu'il s'agit de protéger et de soutenir les victimes de violences sexuelles. Moi, de mon côté, j'ai des démarches qui me concernent, mais je tiens à dire que c'est en communauté que j'ai souffert, mais c'est aussi en communauté que j'ai guéri. Et donc, j'ai quand même espoir en beaucoup de personnes, notamment musulmanes. Et je tiens à dire à mes sœurs qui vivent des choses peut-être compliquées que personne n'a le droit de porter atteinte à votre foi. Et personne n'a le droit de juger votre façon d'être et votre façon de vouloir guérir. Et surtout pas la personne qui vous a fait du mal, surtout pas cette personne-là. Cette personne-là n'est pas en droit de vous dire comment vous devriez vous sentir en rapport à ce qu'elle vous a fait subir. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que dans la description de l'épisode, je vais mettre une liste de ressources pratiques, des choses qui m'ont aidé dans le cadre de ma guérison, une base de données avec des psychologues, psychothérapeutes. Ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas non africain d'aller voir un psychologue. Ce n'est pas non musulman d'aller voir un psychologue. C'est très normal d'aller chercher du soutien thérapeutique. C'est très normal en tant que survivante de violences sexuelles, de violences conjugales, d'avoir besoin de soutien thérapeutique professionnel. Je le recommande très vivement. Et pour finir, ce que je vous dirais en fait, c'est que au sein de nos communautés musulmanes, on devrait être les premiers propageurs de l'amour, de l'éthique et de bienfaits pour l'avancement à la fois des enfants, des adultes et des femmes. Donc, moi, ce que je nous invite à faire en tant que communauté, c'est de ne pas pratiquer notre religion de façon mécanique, individualiste et performative, et de regarder autour de nous les gens, de vraiment les regarder à savoir est-ce que la personne que j'ai à côté de moi va bien? Est-ce que je note des comportements différents chez cette personne-là qui pourraient me faire comprendre qu'elle traverse une période de détresse? Qu'est-ce que je peux faire au sens pragmatique de la chose pour cette personne pour qu'elle aille mieux? Dépasser les prières, dépasser les belles paroles, mais vraiment vivre ces prières de façon pragmatique.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Bisous.